J'ai élevé vos enfants, et pourtant vous ignoriez même leur nom. Le kit de généalogie est arrivé un mardi, dans un emballage joyeux qui promettait de révéler des secrets de famille longtemps gardés. Emma a fait irruption dans mon bureau à domicile, serrant la boîte comme si c'était un trésor inestimable. « Papa, on peut regarder ça ce soir ?» Madame Peterson dit que ça révèle d'où viennent tes ancêtres. J'ai levé les yeux des plans de structure éparpillés sur mon bureau. Les yeux de ma fille brillaient de la curiosité propre à une enfant de 10 ans. « Bien sûr, ma chérie. Va chercher Jacob, et on va déposer de la salive dans ses tubes. » Melinda est apparue dans l'encadrement de la porte, un torchon à la main. « Logan, ces trucs ne sont que des gadgets marketing. Emma n'a pas besoin de connaître l'arrière-arrière-grand-mère machin. » J'ai rétorqué, c'est inoffensif, mais quelque chose dans son ton m'a incité à regarder de plus près. Elle serrait ce torchon avec une force excessive. En plus, les enfants sont excités. Elle a continué, je suggère simplement que nous n'avons pas besoin d'étrangers en possession de notre ADN. Le visage d'Emma s'est visiblement assombri. J'ai tendu la main et lui ai serré l'épaule pour la rassurer. On continue. Va chercher ton frère. Ce soir-là, nous avons accompli le simple rituel, cracher, sceller et envoyer. Emma bavardait sans cesse sur la possibilité d'être apparentée à des Vikings. Jacob se demandait à haute voix si nous avions du sang de pirate. Melinda est restée silencieuse, absorbée par son téléphone. 3 semaines plus tard, mon collègue Dave du laboratoire d'essai de matériaux a appelé pendant le déjeuner. « Logan, tu as demandé à ce que l'analyse généalogique soit accélérée, c'est bien ça ? Eh bien, j'ai les données brutes disponibles si tu les veux en avance. » Certainement. Transmets-les. J'ai fait une pause. En fait, laissez-moi dire en préambule que l'enfant, Emma, n'a aucun lien génétique avec vous. Le sandwich dans ma bouche s'est transformé en carton. Quoi ? J'ai répété, je l'ai fait 2 fois. 0 marqueur paternel correspondant. Je suis désolé, mec. J'ai supposé que vous deviez être informé avant la publication des résultats officiels. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé fixement le mur de mon bureau. Des voitures traversaient la rue. Quelqu'un tondait assidûment sa pelouse. Des bruits de mardi normal. Alors que mon monde commençait à s'effondrer ce soir-là, j'ai attendu que Melinda soit occupée à donner le bain aux enfants. J'ai localisé l'échantillon du kit de Jacob dans le tiroir de notre chambre, où j'avais méticuleusement conservé de la salive sur un coton-tige pour ma propre comparaison. Je l'ai transporté moi-même au laboratoire de Dave le lendemain matin. Le SMS de Dave était concis, même résultat. Aucun des 2 enfants. Je suis resté assis dans mon camion devant notre maison pendant 20 minutes, le moteur au ralenti. Des voisins passaient. Des chiens aboyaient. Madame Chen a fait signe de la main depuis son jardin. Tout semblait exactement pareil. Je suis rentré chez moi, je me suis garé méticuleusement dans l'allée et je suis entré. Melinda préparait le dîner. Emma s'exerçait assidûment au piano. Jacob construisait quelque chose avec des blocs de construction. « Comment s'est passée ta journée ?» a demandé Melinda sans lever les yeux. « Bien, ai-je répondu. Puis je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte de la chambre et j'ai déclaré à haute voix à mon reflet, « Mettons fin à ça. » Le lendemain matin, j'ai présenté à Melinda un café au lit. Avec un supplément de crème, exactement comme elle l'aime. Elle a semblé surprise. Quelle est l'occasion ? Pas d'occasion. Je me disais juste qu'on devrait plus s'apprécier. Elle a souri, le premier sourire sincère que j'avais vu depuis des semaines. C'est gentil, Logan. Pendant le petit déjeuner, j'ai suggéré une thérapie de couple. On s'est éloigné ces derniers temps. Peut-être que parler à quelqu'un serait bénéfique. Tu veux vraiment faire ça ? Je veux qu'on réussisse, ai-je dit, et je le pensais d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Melinda a tendu la main par-dessus la table et m'a serré affectueusement la main. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je sais. J'ai resserré sa main. J'aime notre famille. Cet après-midi-là, j'ai fait des recherches sur des détectives privés. J'ai découvert Nora Valdez grâce à un annuaire en ligne discret. Son site web proclamait vérité, preuve, résolution, parfait. J'ai demandé un congé au travail pendant le déjeuner. J'ai besoin d'une surveillance de ma femme. Infidélité suspectée. La voix de Nora était professionnelle et calme. Oui. J'ai besoin de savoir où elle va,
qui elle voit. Tout. Mon tarif est de 2 cents par jour, plus les dépenses. En espèces seulement. J'aurai besoin de photos et des informations sur son véhicule. D'accord. 3 jours plus tard, Nora a appelé. Votre femme a rencontré un homme hier au Riverside Café. Ils sont restés 2 heures. Très amicaux. Voulez-vous que je l'identifie? Oui. Brian Russo. Entrepreneur, dirige Russo Construction. J'ai reconnu ce nom immédiatement. L'ex-mari de Melinda, le père de ses enfants. Soi-disant l'homme dont elle a divorcé il y a 8 ans parce qu'il était peu fiable et immature. L'homme qu'elle prétendait n'avoir jamais voulu d'enfant. Continuez à surveiller, ai-je ordonné à Nora ce soir-là. Melinda semblait plus légère d'une certaine manière. Elle fredonnait en cuisinant, riait aux blagues d'Emma et, incroyable, s'est assise avec nous pendant un film au lieu de fixer son téléphone. Tu as l'air heureuse, ai-je fait remarquer pendant une pause publicitaire. Je le suis. L'idée d'une thérapie m'a vraiment aidé à réfléchir à nous. À ce que je veux. J'ai acquiescé et je l'ai attiré plus près sur le canapé. J'en suis content. 2 jours plus tard, Nora a rappelé. Ils se sont retrouvés chez lui. Cette fois, son pick-up était garé devant une maison sur Maple Street. Elle y est restée 3 heures. Et Logan? Je ne crois pas qu'il soit au courant pour les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? Il vit seul. Aucun objet lié aux enfants nulle part. Aucune photo de famille. Lorsqu'ils ont parlé devant son pick-up, elle lui a montré des photos sur son téléphone. Sa réaction semblait surprise, comme s'il les voyait pour la première fois depuis un bon moment. J'ai remercié Nora et j'ai raccroché. Brian ignorait donc qu'il couchait avec son ex-femme et n'avait aucune idée qu'il était le père biologique de ses enfants. Les enfants que j'élevais, aimais et soutenais depuis 8 ans. Les enfants qui m'appelaient papa. Ce soir-là, j'ai serré Emma un peu plus fort dans mes bras. Pendant l'histoire du soir, Jacob s'est endormi sur mes genoux en regardant des dessins animés. Ils étaient innocents dans tout cela. Quoi qu'il se passe ensuite, ils étaient innocents. Cheryl Moss avait un bureau dans le quartier financier du centre-ville. Calme, coûteux. Le genre d'endroit qui traitait des affaires délicates pour des personnes qui préféraient la discrétion. J'ai besoin d'une planification successorale, les jeux informés lors de notre consultation. Actifs, procuration, tout ce qui va avec. Ma femme et moi voulons que tout soit organisé. Très responsable. Beaucoup de couples de votre âge évitent ces conversations. J'ai produit des relevés financiers, des titres de propriété et des polices d'assurance. Tout ce que j'avais rassemblé au cours de la semaine précédente. Nous voulons nous assurer que les enfants sont protégés si quelque chose nous arrive. Cheryl a examiné les documents avec minutie. Vous possédez des actifs considérables. La maison, votre cabinet d'ingénierie, des investissements. Je recommanderais une structure de fiducie pour bénéficier d'avantages fiscaux. Ce que vous jugerez le mieux. Ma femme fait implicitement confiance à mon jugement en matière financière. Ce week-end, j'ai présenté les documents à Melinda autour d'un café. J'ai présenté ça comme une formalité. Responsable. Cheryl dit que si nous signons tous les deux des formulaires de procuration, nous pourrons gérer les affaires de l'autre si nécessaire. Les urgences médicales, ce genre de choses. Tu es si attentionné ces derniers temps, a dit Melinda en signant sans lire attentivement. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ces choses. J'ai observé sa signature glisser sur les documents. Une autorisation légale pour moi d'accéder à ses comptes, de prendre des décisions financières et d'agir en son nom. Elle restait complètement inconsciente de ce qu'elle venait de m'accorder. Ensuite, je me suis rendu au bureau d'urbanisme du comté. J'ai besoin de déposer une demande de permis. J'ai informé le greffier du type de construction. Mise à niveau électrique, mise aux normes d'une maison ancienne. J'ai fait glisser des plans que j'avais dessinés moi-même, basés sur les informations publiques concernant l'adresse de Brian. Les travaux semblaient légitimes. Nouveau boîtier de disjoncteur, câblage mis à jour, mise à niveau résidentiel standard. La signature du propriétaire est requise. J'avais reproduit la signature de Brian à partir de documents que Nora avait photographiés. Assez ressemblant pour qu'un greffier occupé l'approuve. Voici. Le permis a été approuvé en quelques jours. Sur papier, Brian Russo avait officiellement déposé une demande pour d'importants travaux électriques à son domicile,
des travaux qui, selon le code municipal, exigeaient une installation professionnelle et une inspection de sécurité. La dernière pièce du puzzle était la société à responsabilité limitée. La signature de Melinda sur ses formulaires de procuration me permettait de créer une entité commerciale en son nom. Rocky Mountain Holdings, LLC. J'ai utilisé son numéro de sécurité sociale, ses informations personnelles, et j'ai ouvert une ligne de crédit commercial de 25 000 $. Sur papier, ma femme possédait désormais une entreprise de construction avec des dettes et des obligations fiscales importantes. Elle n'en était tout simplement pas encore consciente. Ce jeudi, un avis de l'Internal Revenu Service est arrivé dans notre courrier, adressé à Melinda Adams concernant les obligations fiscales commerciales de Rocky Mountain Holdings, LLC. Elle était à l'étage quand j'ai entendu son téléphone vibrer avec la notification. J'ai souri et j'ai repris la lecture des histoires du soir à Emma. Les Henderson organisaient leur barbecue de quartier annuel. Une occasion parfaite. J'ai suggéré que nous y allions en famille. Au fait, ai-je dit à Melinda pendant qu'elle se préparait, pourquoi n'invites-tu pas Brian? Il habitait dans le quartier avant, non? Ça pourrait être sympa pour lui de retrouver de vieux amis. Elle s'est arrêtée, la brosse à mascara à mi-chemin de son œil. Tu veux que j'invite Brian? Bien sûr. De l'eau a coulé sous les ponts, non? Nous sommes tous adultes. 1 heure plus tard, le pick-up de Brian s'est garé dans l'allée des Henderson. Il avait bonne mine, bronzé, sûr de lui, portant un polo coûteux. Le genre d'homme qui croyait que la vie lui devait des faveurs. Logan. Il s'est approché avec un large sourire et une poignée de main ferme. Content de te voir, mon pote. Merci pour l'invitation. Ce ne serait pas pareil sans toi. Je lui ai tapé sur l'épaule. Une bière? Nous sommes restés près du barbecue à regarder les enfants jouer dans le jardin. Emma et Jacob couraient avec les enfants des voisins, riants et insouciants. Brian les observait avec intérêt. Ils ont tellement grandi, dit-il. Melinda me montre des photos, mais les voir en personne. Emma ressemble trait pour trait à sa mère à cet âge. La génétique est parfois étrange, dis-je. Tom Henderson retournait les hamburgers tandis que sa femme, Karen, préparait les accompagnements. Une scène de banlieue typique. Brian s'intégrait parfaitement, charmant tout le monde avec des histoires de projets de rénovation et de parties de pêche du week-end. Pendant le dîner, il était assis en face de moi, à côté de Melinda. Il faisait attention à ne pas se toucher, mais je surprenais les regards, la façon dont elle riait à ses blagues, la façon dont il la regardait quand il pensait que je ne le voyais pas, vous savez, dit Brian, en se servant une autre bière, j'ai toujours voulu récupérer ma famille. Je ne pensais pas que je devrais te contourner pour ça. Il rit comme si c'était une blague. Tout le monde bloussa poliment. Je levai ma bière. Au vrai père, dis-je. Ceux qui sont présents tous les jours. Le sourire de Brian vacilla un instant. Puis il fit teinter sa bouteille contre la mienne. Absolument. Après le dîner, mon ami Théo est arrivé. Je l'avais appelé plus tôt, lui demandant de passer. Théo avait été policier pendant 15 ans avant de créer son garage automobile. Il était habile de ses mains, et encore plus doué pour remarquer les détails que les autres négligeaient. Théo, je te présente Brian, annonçai-je. Brian est entrepreneur, il réalise un travail exquis. Ils échangèrent une poignée de main. Brian commença immédiatement à décrire son dernier projet, la rénovation d'une maison au bord d'un lac qu'il avait acquise à titre d'investissement. Je fais la plupart du travail moi-même, déclara Brian, pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre. Malin, répondit Théo. Travaux électriques aussi? Un peu, confirma Brian. Tableau électrique, câblage basique, rien de trop compliqué. Théo acquiesça. Cela vous dérangerait-il que je jette un coup d'œil un jour? Les projets électriques de bricolage m'intriguent toujours, la sécurité est primordiale. Bien sûr, quand tu veux. J'aurais même besoin d'un deuxième avis, en fait. Ils échangèrent leurs numéros. J'observais Théo mémoriser l'adresse de Brian en l'écrivant. Plus tard, alors que la réunion se dispersait et que les gens rangeaient, je me suis retrouvé seul avec Brian près des poubelles de recyclage. Belle soirée, remarqua-t-il. Très belle. Il fit une pause, puis ajouta, dit, à propos de ces travaux électriques dont tu parlais. Votre tableau électrique est probablement celui d'origine, de la construction de la maison. Ces vieux panneaux peuvent présenter un risque d'incendie.
Brian me regarda intensément. Comment sais-tu pour mon tableau électrique? Je suis ingénieur en structure, je remarque ce genre de choses. Je suggère simplement de le faire inspecter avant d'entreprendre trop de travaux. La sécurité d'abord, marmonna-t-il, en me fixant longuement du regard. Oui, la sécurité d'abord. Je souris et me retournai vers la maison. Derrière moi, je l'entendis écraser sa canette de bière vide avec un peu trop de force. Le dimanche soir, Melinda était plus silencieuse que d'habitude. Elle vérifiait son téléphone sans arrêt, semblant distraite pendant toute la conversation du dîner. Après que les enfants furent au lit, je la trouvai sur la véranda avec un verre de vin. Je parie que tu penses à quelque chose, proposai-je, en m'asseyant à côté d'elle. Elle resta silencieuse si longtemps que je doutais qu'elle réponde. Puis, Logan, je dois te dire quelque chose à propos de Brian. J'activai la fonction d'enregistrement de mon téléphone, le cachant dans la poche de ma veste. Quoi à propos de lui, demandai-je. Être avec lui hier, ça a ravivé des sentiments. De bons sentiments. Elle se tourna vers moi. Il est comme un chez-moi que j'avais oublié. Un chez-moi. Comme la personne que j'étais avant les responsabilités, les prêts immobiliers, et tout ça. Elle fit un geste vers notre maison, notre vie avec Brian. Je me souviens d'être jeune, d'être libre. J'acquiesçais comme si je comprenais. Tu veux dire que tu veux partir? Je ne sais pas ce que je veux dire. Je sais juste que quand je suis avec lui, je me sens de nouveau vivante. Parfait. Chaque mot était clairement enregistré. Le lendemain matin, j'ai créé un compte de messagerie anonyme et j'ai envoyé à Brian le fichier audio. L'objet était « Les surprises de la paternité ». Il n'y avait aucun message d'accompagnement, juste l'enregistrement de Melinda confessant ses sentiments. Il l'a appelé dans l'heure qui a suivi. J'écoutais depuis la cuisine pendant qu'elle prenait l'appel à l'étage. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un t'a envoyé un enregistrement. » Sa voix résonnait dans le couloir. Logan ne ferait pas ça. Comment il pourrait même? Un long silence suivit. Brian, écoute-moi. Logan a découvert pour nous, et il me menace. Il dit que si je ne cesse pas de te voir, il prendra les enfants et détruira ma vie. Un autre silence suivit. Non, tu ne peux pas l'affronter. C'est exactement ce qu'il veut. Il agit bizarrement ces derniers temps, il me pose des questions sur la planification successorale, il me fait signer des papiers. Je pense qu'il prépare ça. Je souris. Maintenant, elle fabriquait des preuves contre moi, construisant un récit où j'étais le méchant, la menaçant. Brian y croirait parce que cela correspondait à son image de lui-même, celle du héros sauvant son ex-femme de son mari dominateur. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer une vidéo et suis monté à l'étage, trouvant Melinda arpentant notre chambre, toujours au téléphone. Et dis-je nonchalamment. Tout va bien? Elle avait l'air paniquée, coupable. Je dois y aller, dit-elle à Brian, puis elle raccrocha. C'était qui? Personne, des trucs du travail. J'ai laissé le silence s'étirer inconfortablement. Melinda, si quelque chose te tracasse, on peut en parler. Je pensais qu'on était honnêtes l'un envers l'autre. Maintenant, on l'est. Tout va bien. Parce que si quelqu'un te menaçait ou essayait de te manipuler, je voudrais le savoir. Je te protégerai. Ses yeux se sont emplis de larmes. Logan, tu me fais peur. Je te fais peur? Comment? Tous ces papiers que tu me fais signer. La façon dont tu m'observes, dont tu poses des questions. Si tu sais quelque chose, dis-le simplement. J'ai continué à faire tourner la caméra. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ne joue pas avec moi. Si tu vas détruire ma vie, aie au moins le courage de me le dire en face. Détruire ta vie? Melinda, je t'aime. J'essaie de sauver notre mariage. Elle s'est effondrée complètement. On ne peut pas sauver quelque chose qui a été construit sur des mensonges. On ne peut pas forcer quelqu'un à t'aimer. Quel mensonge? Tout. Toute cette vie est un mensonge. Parfait. J'ai arrêté l'enregistrement et rangé mon téléphone. Elle venait de créer une magnifique pièce à conviction, admettant que notre mariage était basé sur des mensonges, tandis que j'apparaissais calme et déconcerté. 2 jours plus tard, Brian a reçu un avis de violation du code municipal, travaux électriques non autorisés effectués sans permis ni inspection appropriée. L'amende était de $500,
et l'action requise était une inspection professionnelle immédiate et la correction de toutes les installations non conformes. J'avais déposé la plainte moi-même, en utilisant le permis que j'avais falsifié à son nom comme preuve qu'il avait commencé les travaux sans accomplir les procédures appropriées. Brian a appelé Melinda, furieux. J'ai écouté son côté de la conversation. Comment Logan pourrait-il être au courant de tes travaux électriques? Tu penses qu'il surveille ta maison? Brian, calme-toi. Non, ne viens pas ici. Mais, bien sûr, il est venu. Brian est arrivé chez nous jeudi soir alors que j'aidais Emma à faire ses devoirs. Il a frappé comme s'il essayait de défoncer la porte. J'ai répondu calmement. Brian, qu'est-ce qui se passe? Tu sais exactement ce qui se passe. Il m'a bousculé pour entrer dans notre salon. Ça s'arrête maintenant. Melinda est apparue de la cuisine, le visage pâle. Brian, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Faire quoi ici, demandai-je. Brian, tu es contrarié par quelque chose. Parlons-en comme des adultes. Des adultes? Il a ri amèrement. Les adultes n'espionnent pas les gens. Les adultes ne déposent pas de faux rapports auprès de la ville. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Emma a levé les yeux de ses devoirs de maths. Papa, c'est qui le monsieur en colère? Monte à l'étage, ma chérie. Emmène Jacob avec toi. Une fois les enfants partis, Brian s'est retourné contre moi. Je sais que tu m'as fait suivre. Je sais que tu as enregistré les conversations privées de Melinda. Ce harcèlement cesse maintenant, ou j'appelle la police. Brian, je crois que tu fais peut-être une sorte de dépression. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Non. Il s'est approché. N'essaie pas de faire semblant de te soucier de ma santé mentale alors que c'est toi qui joues à des jeux psychologiques. Melinda s'est interposée entre nous. Vous deux, arrêtez. Les enfants peuvent entendre. Les enfants. Brian a regardé de Melinda à moi. Quand comptais-tu me dire la vérité sur les enfants? Un silence a empli la pièce. C'est bien ce que je pensais. Il a sorti son téléphone. Peut-être que tout le monde devrait savoir quel genre d'homme est vraiment Logan Adams. J'ai souri. Quel genre d'homme suis-je, Brian? Le genre qui élève les enfants d'un autre homme et leur ment sur leur vrai père. Melinda a haleté. Brian, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Dire la vérité? Que Emma et Jacob sont mes enfants biologiques? Que leur mère ment à tout le monde depuis 8 ans? Comment le sais-tu? Demandai-je doucement. L'ADN ne ment pas, contrairement à certaines personnes. J'ai sorti mon téléphone. Eh bien, plus qu'on partage des secrets de famille. J'ai ouvert la vidéo que j'avais enregistrée de la crise de Melinda, la laissant jouer assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. Sa voix a empli la pièce. On ne peut pas sauver quelque chose qui a été construit sur des mensonges. Toute cette vie est un mensonge. Brian a regardé le téléphone, puis Melinda. Tu lui as dit que notre mariage était un mensonge? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Demandai-je, parce que cela me paraissait assez clair. Elle avait l'air piégée, désespérée. Je voulais dire la façon dont on a fait semblant que tout allait bien alors que ce n'est pas le cas parce que tu couches avec ton ex-mari. Le visage de Brian s'est assombri. Espèce d'enfoiré. Brian, s'il te plaît, supplia Melinda. On s'en va. On pourra régler ça ailleurs. Non. Il m'a pointé du doigt. Nous sommes en train de régler ça ici. Tu veux jouer à des jeux? Jouons. Il sortit son propre téléphone et commença à composer un numéro. Bonjour, protection de l'enfance? J'ai besoin de signaler un cas de fraude parentale. Je raccrochai en lui saisissant le poignet. Je ne pense pas que tu veuilles faire ça. Pourquoi pas? Parce que tu as peur qu'il découvre que tu as élevé sciemment des enfants qui ne sont pas les tiens. Que tu as volé des pensions alimentaires destinées à leur véritable père? Je n'ai jamais pris de pension alimentaire de toi. Parce que tu as fait en sorte que je ne sache jamais qu'elles existaient. Melinda pleurait maintenant. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Comment voulais-tu que ça se passe? Je lui demandai. Avais-tu l'intention de me quitter pour lui? Prendre mes enfants au pardon, ces enfants et juste disparaître? Ce ne sont pas tes enfants, cria Brian.
Ils ne l'ont jamais été. J'ai été leur père pendant 8 ans. J'ai assisté à toutes les pièces de théâtre à l'école, tous les matchs de foot, tous les rendez-vous médicaux. Où étais-tu? J'aurais été là si j'avais su. Foutaise. Tu as divorcé de Melinda parce que tu ne voulais pas de responsabilité. Ne réécris pas l'histoire maintenant. Brian attrapa ma chemise. Tu veux parler de responsabilité? Parlons-en. Je ne ripostais pas, je ne levais même pas les mains. Je me contentais de le regarder calmement. La violence ne changera rien, Brian. La vérité reste la vérité. Il me relâcha, respirant bruyamment. Quelle vérité? Je me dirigeai vers la cheminée et pris une photo encadrée de notre famille du Noël dernier, Emma et Jacob souriant entre Melinda et moi, heureux, innocents, inconscients que leur monde allait voler en éclats. La vérité est que parfois, les hommes bien sont dupés par des gens en qui ils ont confiance. Parfois, ils passent des années à construire une vie avec quelqu'un qui n'a jamais vraiment été à eux. Je reposai la photo. Et parfois, quand ils comprennent enfin ce qu'on leur a fait, ils doivent décider s'ils veulent être des victimes ou prendre le contrôle. Brian me fixa. Qu'est-ce que ça veut dire? Je souris. Ça veut dire que tu aurais dû rester hors de ma maison. Je me dirigeai vers le placard, récupérant une boîte que j'avais cachée derrière les manteaux d'hiver. En l'ouvrant, une collection de feux d'artifice, achetés pour le 4 juillet, fut révélée. Des feux d'artifice conséquents. De qualité professionnelle. Tu sais, remarquai-je d'un ton conversationnel, ces choses sont dangereuses si elles ne sont pas manipulées avec soin. Les incendies domestiques peuvent provenir des erreurs les plus stupides. Dysfonctionnements électriques, fuite de gaz, stockage imprudent de substances inflammables. Le teint de Brian pâlit. Tu me menaces? Je suggère simplement que les accidents arrivent, rétorquai-je. Particulièrement aux individus qui entreprennent des travaux électriques sans les permis ou inspections nécessaires. Je laissai tomber la boîte à ses pieds, dispersant des feux d'artifice sur le parquet. Tu devrais faire plus attention, Brian. Un homme accablé de tes responsabilités ne peut pas se permettre de commettre des erreurs imprudentes. Théo m'accueillit à la marina 2 nuits plus tard. Nous dirigeâmes son bateau à travers le lac en direction de la propriété de Brian. La maison était située sur un terrain boisé, partiellement achevé, la rénovation en cours étant perceptible dans l'obscurité. « Tu es sûr de ça ?» demanda Théo lorsque nous amarrâmes le bateau au quai privé de Brian. « J'en suis sûr », affirmai-je. Parce qu'une fois que nous aurons exécuté ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. Nous avions apporté des outils, des vêtements de travail, tout le nécessaire pour nous faire passer pour des entrepreneurs effectuant une réparation d'urgence tard dans la nuit. Le genre de réparation qui ne pouvait pas être différé jusqu'au matin. Les travaux électriques de Brian étaient un exercice d'amateurisme. Câblage exposé, circuit surchargé, un tableau principal qui semblait avoir été installé par quelqu'un qui avait acquis des connaissances en électricité grâce à des vidéos en ligne. Putain, murmura Théo en examinant le tableau de disjoncteur. Ce truc est un incendie qui attend de se déclarer. Heureusement, nous sommes là pour y remédier. Nous travaillâmes rapidement et professionnellement. Théo desserra la connexion du disjoncteur principal, engendrant un minuscule écart qui provoquerait des arcs électriques. J'ajustai la conduite de gaz derrière le mur de la cuisine, introduisant une légère fuite près du panneau électrique. Rien de sensationnel, rien qui ne serait immédiatement apparent. L'élégance résidait dans la simplicité. Les propres malfaçons de Brian fournirent la base. Nous nous contentâmes d'apporter un peu d'aide à la physique. « Combien de temps ?» demanda Théo pendant que nous rangions. Difficile à dire. Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. Ça dépend de la quantité d'électricité qu'il tire à travers cette connexion lâche. Nous étions de retour de l'autre côté du lac en 1 heure. Le matin, nous étions tous les deux à nos occupations respectives, des alibis solides bien en place. 3 jours plus tard, j'envoyai à Melinda une photo que j'avais découverte dans sa boîte à bijoux. Un vieux Polaroid datant d'il y a des années. Elle tenait bébé Emma, alors qu'elle était enceinte de Jacob. Brian se tenait à côté d'eux, jeune et souriant, sa main reposant sur son épaule. Un portrait de famille d'avant mon existence dans leur vie. Mon texte était succinct. C'était toujours votre famille. Elle a téléphoné immédiatement. Logan, où avez-vous trouvé ça? Découvert en cherchant des documents d'assurance.
C'est amusant comme certaines choses se cachent à la vue de tous. Que désirez-vous? Je désire que vous soyez honnête. Avec vous-même, avec les enfants, avec tout le monde. Cessez la comédie. Je ne peux pas simplement. Vous pouvez. Vous devriez être avec lui ce soir. Il a besoin de vous. Ce soir-là, Melinda est partie après le dîner. Elle a dit aux enfants qu'elle rendait visite à une amie. Elle m'a dit qu'elle rentrerait tard. Je savais qu'elle ne reviendrait pas du tout. À 11h47 du soir, je lisais au lit lorsque la sirène d'urgence a retenti. Camion de pompiers, ambulance, tout le cortège. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai observé la luminescence orange à travers le lac. Mon téléphone a sonné à minuit. Numéro inconnu. Logan, c'est Melinda. Il y a eu un accident. Quel genre d'accident? La maison de Brian. Il y a eu une explosion, un incendie. Nous nous sommes à peine échappés. Êtes-vous blessé? Non, ça va. Mais Logan, le chef des pompiers pense que c'était d'origine électrique. Le panneau principal a cédé et a pris feu. Une fuite de gaz. Tout est parti. Je suis resté silencieux un instant. Je suis désolé, Melinda. C'est terrible. Le chef souhaite interroger Brian au sujet des travaux d'électricité. Il envisage des accusations de négligence. Négligence? Apparemment, Brian a déposé des permis, mais n'a jamais fait inspecter les travaux. Il va y avoir une enquête. Je vois. Eh bien, ces choses arrivent quand les gens essaient de faire des travaux compliqués eux-mêmes. Logan, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Bien sûr. As-tu quelque chose à voir avec ça? J'ai laissé la question planer dans l'air. Melinda, je suis à la maison depuis toute la soirée. Tu peux demander aux enfants. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors je ne comprends pas ce que tu veux dire. La maison de Brian a brûlé parce qu'il a fait des travaux électriques dangereux. Ce n'est pas de ma faute. Elle s'est mise à pleurer. Tout se désintègre. Peut-être que ça avait besoin de se désintégrer. Peut-être que c'était mal construit dès le départ. Le lendemain matin, le fisc a gelé les avoirs de Brian. Tous. Compte bancaire, portefeuille d'investissement, le versement d'assurance de l'incendie. Tout ce qui est lié à l'enquête pour fraude fiscale déclenchée par Rocky Mountain Holdings, LLC. La LLC qui existait au nom de Melinda avec son numéro de sécurité sociale, sa signature sur les documents. Le bureau de Cheryl avait une ambiance différente cette fois-ci. Plus calme, plus sombre. Comme une maison funéraire. La fiducie est finalisée, a-t-elle déclaré, en faisant glisser des papiers sur son bureau. Tous les actifs ont été transférés sur les comptes offshore comme demandé. La procuration de votre femme a accéléré le processus. Et les comptes nationaux sont clos. Les fonds de la ligne de crédit de Rocky Mountain Holdings ont été distribués selon vos instructions. Techniquement, votre femme est maintenant personnellement responsable de 25 000 $ de dettes commerciales, plus les pénalités et les intérêts. Techniquement, elle a signé les documents de l'entreprise. Son numéro de sécurité sociale est enregistré auprès du fisc. En tant que propriétaire de l'entreprise, légalement, elle est responsable de toutes les obligations commerciales. J'ai acquiescé. Qu'en est-il de la maison en fiducie comme demandé? Elle n'y a plus aucun droit. Parfait. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la banque où Melinda et moi avions notre compte courant joint depuis 8 ans. Je l'ai clôturé, j'ai retiré tout l'argent en espèces. Je lui ai laissé un relevé de compte indiquant le solde final, 3,27 $. À la maison, j'ai préparé 2 valises. Juste l'essentiel. Vêtements, documents, argent liquide. Tout le reste, je l'ai laissé exactement comme il était. Photos de famille sur la cheminée. Dessins d'enfants sur le réfrigérateur. La tasse à café de Melinda dans l'évier. J'ai écrit des lettres à Emma et Jacob expliquant rien et tout. Je leur ai dit que je les aimais, que rien de tout cela n'était de leur faute. Que parfois, les adultes prennent des décisions compliquées qui infligent de la douleur aux personnes qui leur sont chères. J'ai scellé les lettres et les ai laissées sur leurs oreillers. Ensuite, j'ai téléphoné à mon bureau et laissé un message à mon assistante. Urgence familiale. Annulez tous les rendez-vous. Je serai absent indéfiniment pour des raisons de santé mentale.
L'avantage de posséder une réputation de personne stable et fiable, c'est que lorsque vous vous effondrez finalement, tout le monde le croit complètement. Jeudi matin, j'ai embrassé Emma et Jacob au revoir pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Des baisers normaux, une matinée normale. Je leur ai dit de passer de bonnes journées à l'école. Melinda était sous la douche. Je pouvais entendre son téléphone vibrer sans cesse sur la table de chevet. Probablement des avocats, des experts en sinistre, des journalistes cherchant à l'interroger au sujet de l'arrestation de Brian. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la salle de bain et j'ai quitté la maison pour la dernière fois. À midi, j'étais à bord d'un bus Greyhound en direction du sud. Pas de téléphone portable, pas de carte de crédit, rien d'électronique qui puisse être tracé. Seulement de l'argent liquide et une nouvelle identité que je préparais depuis des mois. Sur une aire de repos dans le Colorado, j'ai acheté un journal. La une a provoqué un sourire. Entrepreneur local arrêté pour fraude à l'assurance. Sa femme fait l'objet d'une enquête pour évasion fiscale. En dessous, une histoire plus petite. Ingénieur en structure disparu. Sa famille craint une dépression nerveuse. Ils avaient découvert mon pick-up à un pont à la sortie de la ville, les clés encore sur le contact. Ma lettre de suicide s'excusait d'avoir été un mari et un père raté. Elle expliquait comment le stress de la découverte de la liaison de ma femme m'avait poussé au désespoir. Au moment où quelqu'un réaliserait que je n'étais pas vraiment mort, je serais loin. Dans un motel à El Paso, j'ai regardé la couverture médiatique sur une télévision granuleuse. L'arrestation de Brian a fait les gros titres nationaux. Le bel entrepreneur qui a incendié sa propre maison pour encaisser l'argent de l'assurance, puis s'est fait prendre dans un réseau d'évasion fiscale et de fraude. L'histoire de Melinda était plus tragique. Une épouse loyale découvre les crimes de son mari, se fait prendre dans ses combines, perd tout en essayant de protéger ses enfants. Les journalistes se sont délectés de l'angle humain. Une belle femme trahie par deux hommes. D'abord son ex-mari criminel. Ensuite son mari actuel, mentalement instable, qui a abandonné sa famille plutôt que d'affronter la vérité. Personne ne soupçonnait que le mari instable avait orchestré tout cela. Les services de protection de l'enfance ont pris Emma et Jacob un vendredi. J'ai regardé Melinda sur les marches du palais de justice, entourée de microphones et de caméras, s'efforçant d'expliquer pourquoi ses enfants devraient rester avec elle. Je ne suis pas une criminelle, répétait-elle sans cesse. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas une criminelle. Le problème avec cette défense était la paperasse. Sa signature sur les documents de la SARL, son numéro de sécurité sociale sur les documents commerciaux. Son autorisation de procuration pour toutes les transactions financières. Sur le papier, elle était soit une criminelle, soit une idiote. Ni l'un ni l'autre n'est propice à la garde des enfants. Brian a tenté de revendiquer ses droits parentaux depuis la prison, mais son casier judiciaire a compliqué la situation. Accusation de possession de pilules datant de ses 20 ans, l'enquête actuelle pour fraude, son absence totale de la vie des enfants pendant 8 ans. Le juge a placé Emma et Jacob en famille d'accueil temporaire en attendant la résolution des problèmes juridiques des adultes. Dimanche matin, mon téléphone a sonné. J'avais conservé un téléphone jetable pour les urgences. Éteint la plupart du temps. Logan. La voix de Théo était feutrée. Attention. Ouais. Tu regardes les infos. Un peu. Elle est détruite, mec. Complètement détruite. Je sais que les enfants demandent après toi. Emma pense que tu es mort. J'ai fermé les yeux. C'est peut-être mieux. Putain, Logan. Que avons-nous fait? Nous avons terminé. Long silence. Alors je ne peux plus faire ça. La culpabilité me ronge. Tu n'as rien fait de mal, Théo. Brian a causé cet incendie avec sa propre incompétence. Il se trouve que nous étions là quand la physique a pris le dessus. C'est des conneries et tu le sais. Vraiment, ai-je questionné. As-tu par hasard parcouru le rapport officiel du chef des pompiers? Une malfaçon électrique a engendré un arc, qui a par la suite enflammé le gaz accumulé provenant d'une conduite mal fixée. Un cas typique de négligence. Malheureusement, les incendies se produisent avec une fréquence considérable. Nous avons rectifié ces connexions lâches. Nous avons méticuleusement effectué la maintenance d'un système électrique dangereux. Selon toute probabilité, nous avons évité des décès. Un autre silence prolongé s'ensuivit. J'envisage de solliciter les conseils de quelqu'un, ai-je confessé.
Peut-être un ecclésiastique, ou éventuellement un professionnel du droit. Cette ligne de conduite serait mal avisée. Le serait-elle vraiment, ai-je rétorqué. Parce que je me trouve incapable de coexister avec ce fardeau, Logan. Je suis privé de sommeil réparateur. Je suis incapable de prendre part à la nourriture. Chaque fois que j'observe ces enfants dans les reportages, je suis pris de nausées. Alors c'est simplement de regarder les reportages. La question n'est pas aussi simple. C'est précisément aussi simple. Tu exerces ta discrétion dans la sélection de tes points focaux, tu exerces ta discrétion dans la sélection des fardeaux à porter, et finalement, tu exerces ta discrétion dans l'élection de ne porter aucun fardeau. J'ai repensé au rire contagieux d'Emma, aux étreintes réconfortantes de Jacob au coucher, à la façon dont Melinda avait l'habitude de se blottir contre moi le dimanche matin. Je porte le poids de toute chose, Théo. La distinction essentielle réside dans mon refus de lui permettre d'entraver ma progression. Progression vers quel objectif? Vers ce qui se produira subséquemment. L'après-midi même, Théo a expédié un colis au représentant légal de Melinda. Y était inclus le lecteur à bus série universelle contenant l'enregistrement vidéo que j'avais capturé de son effondrement émotionnel, accompagné d'une communication écrite. Elle avait inventé des allégations concernant les prétendues menaces de Logan à son encontre. Il n'avait proféré aucune menace de ce genre. Les images vidéo dépeignaient sans équivoque les événements que j'avais documentés. Melinda avouant ouvertement que notre union maritale était fondée sur des mensonges. Moi, apparaissant à la fois calme et déconcerté. Sa désintégration émotionnelle la rendant apparemment instable et fourbe. Cela constitua le coup de grâce à sa crédibilité. La plage d'Ensenada se révéla idyllique. Du sable chaud caressé par une brise légère, accompagné d'une bière rafraîchissante et fraîche. L'anonymat régnait en maître. J'opérais sous le pseudonyme de Miguel Santos depuis 3 semaines, simplement un retraité américain de plus profitant de l'hospitalité mexicaine. Les questions étaient ostensiblement absentes lorsqu'on réglait en espèces et que l'on possédait un minimum de compétences en espagnol. Personne ne nourrissait la moindre curiosité concernant son passé lorsque son existence présente consistait à consommer des boissons en silence et à éviter de déranger autrui. Le kiosque à journaux situé près de mon lieu d'hébergement proposait des périodiques américains. J'en achetais un tous les quelques jours, suivant assidûment le chapitre final du récit que j'avais écrit. Le titre d'aujourd'hui proclamait « Constructeur local condamné à 5 ans pour fraude et incendie criminel, l'ex-femme perd son appel concernant la garde des enfants ». L'article qui l'accompagnait était succinct. Brian avait plaidé coupable des accusations de fraude à l'assurance et d'évasion fiscale. Sa négligence électrique avait été officiellement jugée comme étant le facteur causal de l'incendie, mais les procureurs avaient affirmé avec succès qu'il avait intentionnellement créé des conditions dangereuses pour orchestrer un événement accidentel. Melinda avait essuyé une défaite lors de son ultime appel concernant la garde des enfants. Emma et Jacob étaient destinés à rester dans le système de placement familial jusqu'à ce qu'un placement permanent approprié puisse être organisé. Ces droits parentaux étaient en cours de suppression pour cause de malversation financière, de mise en danger de la vie d'autrui et d'instabilité émotionnelle. Le paragraphe de conclusion faisait allusion à moi. Logan Adams, le beau-père des enfants, demeure introuvable et est présumé décédé à la suite d'un acte apparent d'autodestruction. Ses restes mortels n'ont jamais été retrouvés. Dans le fleuve Colorado. Je pliai le journal et me dirigeai vers le bord de l'eau. L'océan Pacifique s'étendait sans limite vers l'ouest, une étendue d'indifférence bleue. Une poignée de vacanciers étaient engagés dans une partie de volley-ball animée. Plus loin sur la plage, des enfants s'affairaient à construire des châteaux de sable élaborés, tandis que leurs parents les observaient confortablement installés dans leurs chaises de plage. Des familles normales s'adonnant à des activités normales. J'extirpai de ma poche la clé USB, celle-là même qui contenait toutes les preuves que j'avais amassées, tous les enregistrements, toutes les preuves irréfutables des événements qui s'étaient déroulés. Théo avait envoyé une copie à l'avocat de Melinda, mais cette clé particulière représentait l'original. Le fichier maître. Pendant un bref instant, je me suis remémoré le projet scientifique d'Emma au printemps précédent. Elle avait méticuleusement construit un volcan qui entrait en éruption avec un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre, consacrant des semaines à perfectionner le moment de l'éruption. Son visage rayonnait d'une joie absolue lorsque l'expérience avait donné précisément le résultat escompté. J'ai repensé au rituel habituel du coucher de Jacob, son insistance à ce que j'inspecte minutieusement le placard à la recherche de monstres cachés pas moins de 3 fois avant qu'il ne se sente suffisamment en sécurité pour s'endormir. Il n'y a rien qui se cache là, mon ami, je le rassurais invariablement.
Papa a fait une inspection approfondie. Ils seraient plus âgés lorsque la vérité serait finalement révélée, suffisamment mûrs pour comprendre que l'homme qui les avait élevés, chéris et servis de père à tous égards, avait simplement disparu de leur vie sans offrir la moindre explication. Ils s'interrogeraient sans aucun doute sur les raisons sous-jacentes. Ils se blâmeraient probablement eux-mêmes, comme c'est l'habitude des enfants. Je fracturais la clé USB en 2 morceaux distincts et jetais les fragments dans les vagues. L'océan les avala volontiers, emportant mes secrets clandestins dans des profondeurs d'où ils ne ressurgiraient jamais. Alors que je retournais vers mon lieu d'hébergement, je passais devant un kiosque à journaux où le vendeur était en train d'arranger avec diligence des journaux fraîchement imprimés. Un titre diverge attira mon attention. Des enfants placés en famille d'accueil attendent d'être adoptés. Des frères et sœurs de la région ont besoin d'une famille permanente. La photographie qui l'accompagnait montrait Emma et Jacob lors d'un événement quelconque des services sociaux. Ils semblaient visiblement plus âgés, palpablement plus abattus, mais toujours indubitablement eux-mêmes. Toujours les enfants mêmes que j'avais amoureusement bordés, aidés dans leurs études et patiemment enseignés à faire du vélo. Emma tenait la main de Jacob, visiblement protectrice. Même à seulement 10 ans, elle était d'une compréhension remarquable. Elle représentait son unique soutien familial. J'ai pris le journal et j'ai méticuleusement examiné l'article qui l'accompagnait, confortablement installé dans le bar de l'hôtel. Une assistante sociale était citée, ce sont des enfants exceptionnellement merveilleux qui ont enduré un traumatisme terrible. Ils ont besoin d'un environnement familial stable et aimant où ils pourront guérir et aller de l'avant. Le barman remarqua mon attention soutenue sur la photographie. « Todo bien, sonore ?» demanda-t-il. « Si », répondis-je. « Todo bien. » Tout se déroulait de manière satisfaisante. Tout s'était passé exactement comme je l'avais méticuleusement prévu. J'ai commandé une autre bière et j'ai observé le coucher de soleil peindre la vaste étendue du ciel de nuances d'orange et de rouge. Des couleurs rappelant le feu, semblables à la lueur incandescente que j'avais vue au-dessus du lac cette nuit fatidique où la maison de Brian avait succombé aux flammes. La justice n'avait pas besoin de déclarations fracassantes pour infliger de la douleur. Elle opérait discrètement, éliminant systématiquement les éléments problématiques et rétablissant l'équilibre dans les équations complexes de la vie. Melinda avait trahi nos vœux conjugaux, nos liens familiaux, notre existence partagée. Brian avait cru à tort qu'il pouvait réintégrer nos vies comme si de rien n'était et réclamer ce qu'il avait précédemment abandonné. Ils avaient tous les deux appris une dure leçon à leurs dépens. Les seules victimes innocentes de cette tragique saga étaient Emma et Jacob, une circonstance regrettable mais inévitable. Les enfants possédaient une résilience innée face au traumatisme. Ils s'adaptaient, ils mûrissaient, ils en ressortaient plus forts, et ils finissaient toujours par trouver de nouvelles familles qui leur offriraient la juste mesure d'amour et d'attention. Ils s'en sortiraient bien en mon absence. Plus que bien, en fait. Ils seraient libérés de la toile de mensonges que leur mère avait méticuleusement tissée, débarrassés du chaos tumultueux que Brian aurait sans aucun doute introduit dans leur vie. J'ai vidé le reste de ma bière et suis retourné tranquillement vers ma chambre. Le lendemain, je partirai pour la ville suivante, j'assumerai la prochaine identité, et je commencerai le prochain chapitre du destin qui m'attendait au-delà du royaume de la justice. Derrière moi, l'océan maintenait son rythme incessant, effaçant avec diligence les empreintes et emportant les secrets dans l'obscurité enveloppante.